Il y a 10 ans, jour pour jour, non, en fait c'était hier mais presque, Uber s'installait en France. Depuis, la plateforme a bousculé le marché des transports dans la douleur au départ, il faut bien le dire. Alors quel est le bilan après une décennie? Bonjour Laureline Serriès. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la directrice générale d'Uber France depuis 3 ans. Quand Uber arrive en France en 2011, à l'époque vous êtes chez Google, j'insiste sur les débuts un petit peu compliqués de la cohabitation avec les taxis qui ont multiplié pendant des années, notamment 2014-2015, période très très tendue, les blocages, les manifestations, les recours juridiques, concurrence illégale, disait-il à l'époque. Mais Uber, c'est aussi de l'emploi créé sans aide publique. Il faut quand même le dire. 70 000 chauffeurs, effectivement, qui ont travaillé pour Uber depuis sa création. Oui. 30 000 qui sont actifs aujourd'hui. Donc, effectivement, ça a été une création d'emplois incroyable. Et effectivement, 5 millions de passagers aujourd'hui qui utilisent Uber. Donc, par rapport à 14 000 la première année, c'est une ascension qui est effectivement très, très forte sur ces 10 dernières années en France. On a une décennie de recul maintenant. Quels effets votre arrivée ont-ils eu sur le marché du transport de passagers? Parce que Uber est arrivé d'abord à Paris, maintenant c'est dans combien de villes en France? Maintenant, Uber est présent dans 24 villes en France, 24 agglomérations. En réalité, ça représente plus de 300 villes. Alors évidemment, par exemple, à Bordeaux, quand on parle de Bordeaux, mais vous pouvez vous déplacer de Bordeaux à Talence et ainsi de suite. Dans chaque agglomération, finalement, et sa banlieue. Donc effectivement, la croissance s'est faite progressivement et 14 nouvelles villes ont été ouvertes finalement assez récemment en 2018. Donc c'est une croissance continue qu'on continue d'observer encore aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que votre marché du transport de passagers est arrivé à maturité, où il y a encore de la croissance qui peut se faire autrement que par extension, en ouvrant de nouvelles villes, Laureline Serriès? Il y a à la fois la possibilité de continuer à ouvrir de nouvelles villes et à développer effectivement l'activité, mais il y a aussi la possibilité de continuer à le développer dans les villes dans lesquelles on existe déjà. Et la réalité aujourd'hui, c'est que, vous le savez, je le disais à l'instant, on a 30 000 chauffeurs, et ce qu'on constate, c'est qu'on a encore aujourd'hui une demande qui est plus importante, en tout cas avant crise, bien sûr, le Covid a un petit peu rebattu les cartes, mais une demande qui est plus importante que le nombre de chauffeurs qu'on a structurellement. Et donc ça vient notamment des freins qui sont liés à l'examen. L'examen pour devenir chauffeur VTC est un examen national. La préfecture de police vous délivre une licence VTC, et cette licence est longue et difficile à obtenir. Ça met plus d'1 an aujourd'hui pour devenir chauffeur VTC, avec un taux de succès qui est relatif. Vous contestez aujourd'hui la régulation, Laureline Serriès, qui a été apportée à l'activité de la VTC? Régulation a été une bonne chose, et en l'occurrence, le fait de pouvoir apporter cette licence et de pouvoir professionnaliser le métier de VTC a beaucoup pacifié les débats de manière générale. Vous avez mentionné les taxis tout à l'heure, mais de manière générale, ça a permis aussi d'institutionnaliser cette profession. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour devenir chauffeur VTC, vous avez besoin d'un permis B, bien sûr, depuis au moins 2 ans. Vous avez besoin d'avoir un casier judiciaire qui soit vierge. Vous avez besoin d'avoir pris cet examen. Et vous avez donc passé tout un élément de connaissance en lien avec votre métier. Donc ça, c'est une bonne chose. La question, c'est simplement comment on fait pour rendre cet examen un petit peu plus souple et permettre la création de davantage d'emplois. Comment vous évaluez justement d'ailleurs le niveau de la régulation qu'il y a en France comparativement à ce que vos confrères et consoeurs, directeurs généraux d'autres pays d'Uber peuvent avoir chez eux? Je pense par exemple aux Britanniques, où constamment il y a cette remise en cause de l'existence même d'Uber à Londres. Je pense par exemple à l'Espagne, où on apprend que Deliveroo a décidé de quitter le pays, considérant que la régulation devenait beaucoup trop sévère. Est-ce que le niveau de régulation français vous paraît aujourd'hui correct et devrait rester stable? La réglementation que vous pointez, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Espagne, est une réglementation qui touche finalement au statut des chauffeurs. Alors quand je dis statut, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils sont des salariés ou des indépendants, plus ou moins. Il y a un sujet en France aussi là-dessus. Des contraintes plus ou moins fortes, et le débat existe en France aussi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 80% des chauffeurs souhaitent rester indépendants. Moi, je les ai rencontrés par centaines dans différentes villes de France, de Rouen à Nantes, à Paris, en passant par Lille, Marseille ou Montpellier, par exemple. Ils veulent pas de contrat de travail. Je n'ai jamais, j'ai parfois eu des discussions difficiles avec eux, mais jamais l'un d'entre eux n'est venu me voir en me disant ma difficulté avec Uber, c'est que je préférerais être salarié. Donc la question, c'est comment on préserve l'indépendance. Ce sont des cas marginaux en substance. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est loin d'être majoritaire. 80% encore une fois qui souhaitent le rester. Et pour répondre à votre question, je pense que la France choisit une voie réglementaire extrêmement intéressante, qui est celle pour la première fois au monde
de la mise en place d'un dialogue social, c'est-à-dire de la possibilité pour les chauffeurs d'élire des représentants. Ce sera en mars 2022, ces élections professionnelles. Ce sera en mars 2022, exactement. Et ça concernera à la fois les chauffeurs et les livreurs. Et je me réjouis vraiment de cette perspective. Bon, je vous pose la question, je suis sûr que vous n'allez pas me répondre, mais vous êtes rentable aujourd'hui, Uber France? Êtes-vous rentable? Uber au niveau mondial est devenu rentable pour la première fois au 3e trimestre avec un EBITDA ajusté de 8 millions de dollars qui ont été annoncés. Et une activité, il y a 2 activités principales à distinguer, l'activité mobilité, c'est-à-dire les VTC, et l'activité de livraison, Uber Eats, et l'activité VTC qui est rentable à hauteur de 5,5%. Donc effectivement... mais pour la France, non, on n'aura pas le chiffre. Mais... Pour la France... Bon, en tout cas, je signale que le cabinet Asterès a fourni une idée de votre contribution à l'économie française depuis 10 ans. 860 millions d'euros approximativement, près d'1 milliard d'euros. 860 millions, et c'est très important. Je parlais tout à l'heure de ces 5 millions de passagers. Un autre élément qu'on pourrait citer, c'est 350 millions de trajets qui ont été pris avec Uber en 10 ans en France. Et ces 860 millions de contributions positive à l'économie française, c'est extrêmement intéressant parce que ça ne tient pas en compte le chiffre d'affaires d'Uber, c'est vraiment tous les bénéfices, j'allais dire les à côté, la vente de voitures, la location, le carburant, toutes les prestations de maintenance autour du véhicule, les assurances. Donc c'est toute l'activité qui est induite par Uber et qui a cet effet net positif. Uber aussi, Laureline Serriès, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est devenu un nom générique. Uberisation est entrée dans le dictionnaire avec une connotation, il faut bien le dire, assez négative. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui accusent ce modèle de l'économie des plateformes d'abaisser le niveau de l'économie, de créer des travailleurs pauvres? Alors, ubérisation, on parle aussi, on dit prendre un Uber, on dit pas tellement prendre un VTC. Donc on est face à un phénomène, effectivement, un phénomène incroyable. Au-delà Uber, du métier de VTC, vraiment le modèle économique que Uber a présenté au monde et qui se décline aujourd'hui sur des plateformes de tout type, pour tout type de service. On en compterait 500 à 600 des plateformes aujourd'hui en France. Ce modèle, je trouve que c'est un modèle extrêmement intéressant parce qu'en réalité, il permet une flexibilité du travail, il permet l'indépendance, et je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que les chauffeurs appellent de leur vœu, donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur et de flexibilité, et en même temps, effectivement, ça pose la question de la protection sociale, j'en parlais tout à l'heure, le dialogue social en France serait une première, mais évidemment, Uber n'a pas attendu la réglementation pour avancer. On a mis par exemple en place un partenariat avec AXA, et on paye une assurance à 100% qui est disponible pour les chauffeurs et qui leur permet de bénéficier d'une couverture en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et encore une fois pour laquelle ils ne déboursent pas 1 euro. Merci Laureline Serriès, la directrice générale d'Uber France, et donc rendez-vous dans 10 ans, enfin on se reverra sans doute d'ici là. Merci à vous. Beaucoup. Bonne journée.